BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Depuis ce moment-là, j'ai une des choses que j'aime pas et qui me fait peur, c'est d'être un fardeau pour les autres. Parce qu'en fait, en étant en fauteuil roulant, t'es dépendant des autres. Tu vois, pour se déplacer, porter ton sac à dos, faire tout ça, même après en étant en béquille ou quoi, t'es pas du tout indépendant. Et je crois que du coup, c'est un truc qui m'est resté aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment cette peur de peser aux autres et de, tu vois, des fois de demander un service, j'ai vraiment l'impression d'embêter les gens. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. J'adore quand les gens me disent il est trop confort au canapé, ils savent pas qu'en fait ils sont d'ores et déjà pris au piège. Oui, clairement. Léonie, bienvenue. Ben merci à toi. Il faut que tu amènes un peu plus près. Alors, voilà. Comme ça? Ouais, c'est ok, mieux. Très bien. Tu t'entends mieux? Oui. Léonie, t'as un podcast, c'est ça tu me disais? Oui, et justement, j'ai pas l'habitude de tenir mon micro parce que moi, il est posé avec un pied. Ah non, mais ici, on est à l'arrache. Hein. Moi, je fais bosser les gens, hein, tu vois. Mais on est très confortable, justement. C'est un peu le but. Moi, je fais asseoir mes invités sur une chaise toute dure. Prends des notes. Oui. Plus les gens s'installent bien, plus ils sont tranquilles. Plus ils vont s'ouvrir. Bah ça après c'est oui. eux qui disent hein, tu vois, mais je peux pas faire mieux. C'est vrai. Pour les gens, comme vous le savez, il y a très régulièrement des travaux dans ma rue. Donc là, ce matin, c'est 6 sauteuses après tout, enfin si je sais pas quoi là. Donc bref, vous l'entendrez peut-être en fond. En tout cas, Léonie, bienvenue. Tu m'as envoyé un message et tu m'as aussi dit que je t'ai proposé, comme je propose très souvent à mes invités, de garder leur prénom ou pas, parce que parfois le sujet de l'argent est un sujet tellement tabou que j'ai l'impression, tu sais, de faire un podcast sur le sexe il y a 10 piges ou 15 piges, quoi, tu vois, où les gens ils sont là. Alors moi, je vais bien te raconter mes histoires, mais si je peux changer mon prénom, c'est mieux. Ouais. Voilà, c'est pareil avec l'argent, je trouve, il y a un vrai truc. Je crois que si je faisais un podcast sur le sexe aujourd'hui, les gens auraient beaucoup moins de problèmes. Ouais, je pense aussi. Vraiment, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant sur ça que sur l'argent. Oui, bah ouais. Oui. Donc écoute, j'espère que le podcast file un coup de main en tout cas pour détendre un petit peu, tu vois, cette relation à l'argent et le tabou justement, de le faire dégonfler un peu. Mais ouais, je te proposais si tu voulais garder ton prénom ou pas, et tu m'as dit oui, parce que pour moi c'est un vrai exercice de venir parler de moi.
Ouais. Tu peux m'en parler un peu? Bah ouais, clairement. Écoute, je sens que j'ai un vrai blocage à parler de moi, de ce que je fais. Comme tu l'as dit, j'ai un podcast, mais j'en parle peu sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur de me mettre en avant. J'ai toujours peur de ce que les gens vont penser de moi. Finalement, ça revient à ça. Et j'ai envie de travailler sur ça parce que je sens que ça me freine dans beaucoup de choses dans ma vie et que je sens bien que je pourrais me sentir plus épanouie si j'avais moins de blocage là-dessus. Donc c'est quoi ton podcast? C'est le moment dans... Yes. Yes. C'est le moment de faire l'exercice. Ouais. Si tu veux, si t'es venu pour là. Carrément. Alors écoute, mon podcast, on parle de temps qui passe et de justement ce que ça suscite chez les gens, les émotions, leurs ressentis. Et donc on va vers des sujets aussi assez difficiles et parfois tabous aussi, un peu comme l'argent, tu vois, la vieillesse, la mort. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et en vrai j'adore ce que je fais et ça me nourrit, donc faut que j'en parle plus. Et donc il s'appelle comment? Parce que tu l'as pas dit. Impermanent. Il s'appelle Impermanent. Elle a pas dit comment il s'appelle. Non, débrouillez-vous, trouvez-le comme vous pouvez. Tant qu'il passe, podcast. Léonie. Donc Impermanent, ça s'appelle, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Et donc t'interviews des gens? Ouais, c'est ça. Okay. Des personnalités qui m'inspirent, dont j'aime bien l'univers. J'avoue que c'est aussi pour moi l'occasion de rencontrer des gens tu vois, qui m'inspirent, qui me fascinent, de plein de milieux différents aussi. Et à chaque fois, j'essaye de faire un petit lien entre leur parcours, leur vécu et comment ça peut impacter aussi le temps et leur relation au temps. C'est bien. Donc il y a des gens tu vois, par exemple, il y a des sportifs de haut niveau, des artistes, vraiment plein d'univers différents. Trop cool. Donc j'adore. Et tu fais ça depuis 1 an et quelques? Ouais, 1 an et demi. Ah ouais? Ouais. Et tu publies régulièrement, quoi? J'essaye. Bravo. Là, ça fait 6 mois que je suis à 2 par mois. Ok. Ouais. Bien, wesh. Merci. C'est cool. Et donc, ton exercice, là, c'est de venir parler de toi? Ouais, en fait, ton podcast, je l'écoute depuis des années. Ok. On en reparlera sûrement plus en détail après, mais il m'a vraiment aidé. C'est cool. Et ça fait longtemps que j'ai envie de participer, mais que je me freine, évidemment, parce que je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'aurais à dire et tout. Et... Ah bah ouais, t'as rien à raconter, là. Non. Oui. Tu m'as envoyé ton mail, ça. Tu sais quelle est ma crainte? J'ai dit à mes proches, l'autre jour, j'en parlais à mon copain que j'allais venir, et je lui disais qu'en fait, j'ai peur que ce que je dise, ça soit pas intéressant. J'ai toujours cette crainte-là. Donc... T'as peur d'être chiante? Ouais, et de dire des choses pas pertinentes et inintéressantes. Bah, tu le sais, tu viens parler de toi. Ouais. Y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas comme si tu venais me faire un exposé scientifique, quoi. Tu vois, là, je te dirais, ok, peut-être fais attention, j'espère que t'es calé dans le sujet, quoi. Ouais. Là, c'est parler de toi, donc t'es a priori la plus grande spécialiste. A priori. Pour parler de toi. Est-ce que l'exercice de l'interview, c'est aussi une bonne façon de pas te mettre en avant? Peut-être. Et là, je projette totalement, parce que moi, c'était mon truc à la base. C'est beaucoup plus simple, je trouve, d'être la personne qui pose les questions. Je trouve pas, mais bon. Ah ouais? Ok. En tout cas, oui, c'est ce qui me permet de, moi, peu parler de moi. Alors, je veux pas dire que c'est beaucoup plus simple, mais en tout cas, je veux juste te dire que c'est pas simple comme exercice. On a souvent tendance à croire que pour faire une bonne interview, il suffit d'allumer le micro, enfin, tu vois, de l'enregistreur, d'avoir 2 micros. Ok, je vais faire un bon podcast. Non. Non. Ok, tu m'as écrit un mail, Léonie. Je dilapide mes économies grâce à Histoire d'argent. Écoute, je te remercie, c'est cool. Avec grand plaisir, ça me touche. Que tu claques tout ton argent grâce à ce podcast. J'espère que l'objet du mail t'aura fait cliquer. Bien vu. Tu peux me raconter un petit peu ton parcours? En gros, tu me dis que tu as terminé tes études en 2020, c'est ça? Ouais, carrément. J'ai terminé mes études pendant le Covid. Chouette. Ouais, génial. Ce qui m'a du coup demandé aussi de rebondir pour trouver un taf. J'ai trouvé un CDI qui était sur le papier génial, mais au final, tu vois, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ça me convenait plus. J'ai arrêté mon CDI. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas envie de reprendre quelque chose et j'avais cette peur un peu de m'enfermer à nouveau dans un CDI. Donc je me suis lancée en freelance un peu par dépit en me disant au moins je vais pouvoir faire rentrer de l'argent de cette façon, mobiliser des compétences que j'ai. En freelance? Ouais. Pas mal, hein? Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils y arriveront pas. À passer en freelance? Pas surtout à ramener... Passer en freelance, il y a plein de gens qui sont convaincus qu'ils peuvent y arriver. Mais en fait, de te lancer en freelance en te disant c'est cool, je vais pouvoir rentrer de l'argent comme ça, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que à ce moment-là, j'avais aussi dans mon entourage des gens qui eux-mêmes étaient freelance. Donc ça me montrait que c'était possible. Ok. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, ça fait aujourd'hui, ça va faire 3 ans là en mai que je suis freelance. Et maintenant, je me verrai plus revenir en CDI, clairement.
Alors quand tu m'as écrit, tu me disais qu'en fait aujourd'hui tu vis, alors tu connais ma take sur l'histoire de Gagne ta vie, mais en gros tu as eu des missions, c'est ça qui t'ont bien fait fonctionner, en tout cas en termes d'argent, jusque fin octobre dernier, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, donc je me suis lancée en juin 2022, j'ai trouvé des missions en fait qui étaient à long terme. J'ai eu 2 clients, dont un que j'ai eu en fait sur 2 ans, un autre que j'ai encore aujourd'hui, et ça c'est génial parce que ça me permet d'avoir quand même une certaine stabilité. Bah, c'est le rêve de n'importe quel free, quoi. Clairement. Et le client que j'ai eu 2 ans, donc ça s'est arrêté en octobre, et à ce moment-là, de nouveau, j'ai eu un peu cette pause en me disant, ok, là, il faut que je retrouve une mission, mais je veux retrouver quelque chose qui soit encore plus en lien avec ce que j'aime aujourd'hui, avec mes valeurs. Et en attendant, en fait, je crois que je vais pas travailler parce que j'ai pas envie de encore me fatiguer à faire autre chose qui me plaît pas. Ok. Et à ce moment-là, j'avais économisé, tu sais, la fameuse un peu le matelas de sécurité. Il était de combien ton matelas de sécurité? Il était de environ, je crois que c'était entre 5 et 7 000 euros. Ok. Dans ces eaux-là. Et t'as le chômage en plus? Ouais, j'ai le chômage, à savoir que j'ai 1 000 euros de chômage parce que c'est calculé sur mon ancien CDI. Et j'ai un loyer à 850 euros. Wow. Donc, voilà, il faut évidemment sortir de l'argent en plus parce que sinon ça fonctionne pas avec toutes les charges. Mais t'as quand même une autre mission qui tourne en même temps, c'est ça? Ouais, mais celle-ci elle est très ponctuelle. Okay. C'est des événements sur l'été, donc je peux pas compter là-dessus. En tout cas, je me dis que c'est du bonus. Je comprends. Et donc à ce moment-là, j'ai fait le choix de me dire, ce matelas de sécurité, cette réserve au cas où, est-ce que ça serait pas le moment de l'utiliser? Chose que j'aurais jamais fait avant. J'y aurais même pas pensé. Pour moi, avant, cet argent, je l'avais et justement, il était fait pour vraiment s'il y a une catastrophe. Et c'était quoi comme catastrophe? Je sais pas, genre un gros problème de santé, ou même, tu vois, un truc électroménager qui lâche ou quoi, ça, en soi, t'as pas le choix. Ton frigo, tu vas pas attendre 6 mois pour le remplacer. Mais je sens bien qu'il y a eu tout un cheminement sur mes premières années de freelance qui m'ont permis d'arriver à ce moment et de me dire, en fait, cet argent, je peux l'utiliser parce que là, en fait, je vais l'utiliser pour moi, pour potentiellement aller vers un truc où je vais me sentir mieux. Là où avant, je l'aurais jamais fait, c'est sûr. J'aurais renquillé dans un autre taf qui m'aurait pas plu parce que en ayant cette idée que si je fais pas rentrer d'argent pendant 1, 2, 3 mois, c'est terrible, quoi. Ok. Et ça a été quoi ton chemin alors? BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. This podcast is brought to you by Aura. Imagine waking up to find your bank account drained, bills for loans you never took out, a warrant for your arrest, all because someone stole your identity. Hackers aren't waiting. Why are you? That's why we're thrilled to partner with Aura. Your personal data is a goldmine for hackers, and Aura helps lock it down. Aura monitors the dark web, blocks data brokers from selling your information, includes a VPN for private browsing, and a password manager to secure your accounts before criminals break in. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and start protecting yourself and your loved ones. That's aura.com/safety. Terms apply. Check the site for details. Ça s'est fait petit à petit en écoutant Histoire d'argent. Mais vraiment, en fait, c'est il y a certains épisodes qui m'ont vraiment fait réfléchir sur certains points. Et en fait, j'ai l'impression de m'être beaucoup détendue par rapport à l'argent. D'avoir que l'idée, et aussi il y a une idée qui m'est venue, c'est que en fait cet argent je peux l'utiliser là où avant tu vois, avant je me disais il faut que j'économise, il faut que j'ai vraiment beaucoup d'économies de côté pour me sentir en sécurité, et j'avais pas associé à ça le fait que ces économies on peut les utiliser au bout d'un moment, alors que là j'ai vraiment eu cette notion de
je vois que je suis capable de faire rentrer de l'argent. Ouais. Et du coup, je peux le sortir aussi, puisque j'en referai rentrer par la suite. C'est un grand truc chez les gens qui ont peur de manquer d'une manière générale, c'est que ils ont peur de dépenser cet argent tout en ne prenant jamais en compte le fait qu'en fait, en attendant, tu vois, parce que j'avais une cliente qui me disait ça, tu vois, en coaching, qui me disait, mais en fait, ok, donc cet argent-là, il me permet de pouvoir venir devant moi 6 mois. Et je lui dis, ouais, mais ok, mais en fait, en attendant ces 6 mois-là où tu vas venir peut-être ponctionner un peu d'argent dedans, bah, tu vas rentrer de l'argent. Et ça, c'était compliqué pour elle de le piger, quoi. Tu vois. Donc c'est bien, c'est bravo, c'est trop bien. Et là, je sens que c'est un truc sur lequel je me sens beaucoup plus en confiance aujourd'hui. D'avoir vraiment, je crois que c'est ça aussi qui a fait que je me suis autorisé cette pause de plusieurs mois, parce que tu vois, la durée de octobre à mars. Okay. Donc en plus, bien plus longue que ce que j'avais imaginé à la base. Je m'étais dit à l'origine, janvier, février, il faudra vraiment que j'ai retrouvé une mission. Ça n'a pas du tout été le cas. Et à la fin, c'était quand même très stressant. T'as quand même vécu du stress février-mars parce que ton matelas, j'imagine, qui commençait un petit peu à devenir tout fin, quoi. C'était un tapis de yoga, le truc. C'est ça. Là, je me disais vraiment, si j'ai rien trouvé d'ici avril, je vais devoir faire un choix. Soit demander à mes parents pour emprunter de l'argent, soit du coup, je commençais à considérer, tu vois, l'idée de prendre un taf alimentaire, vraiment tu vois, je me disais pourquoi pas taffer en librairie ou faire un truc comme ça. Plutôt que d'aller chercher un CDI dans ton truc de compétences, quoi. Ouais. Ok. Ouais, parce que je me disais, quitte à avoir un travail à temps plein, je veux que ça soit un truc qui me fait kiffer et qui me change de l'ordinaire. Ok. Tu vois. Donc ouais, j'avais vraiment cette idée de me dire, et du coup j'ai commencé, tu vois, à aller déposer mon CV en librairie, et jusqu'au jour où en fait j'ai trouvé une super mission free. Dans laquelle t'es là actuellement, quoi. Ouais, exactement. Et t'as l'air trop contente, les gens te voient pas, mais tu fais un grand sourire. Ouais, parce que je suis revenue dans le monde du livre, et je crois que c'est mon premier amour, le livre. Donc là, j'ai une mission pour une maison d'édition et une autre pour une librairie. Donc c'est trop bien. Que demander de mieux, franchement. Et donc incroyable. Ça valait la peine, avec le recul, d'attendre. Ouais. C'est ça. Ouais, clairement. Là, ça fait que 1 mois que je suis en mission, mais déjà, j'ai l'impression de me dire, mais je crois que j'ai fait le bon choix, tu vois. Il y a pas si longtemps, j'ai commencé à me renseigner pour potentiellement un achat immobilier, et j'ai eu une micro-pensée. On va en parler. Ouais, carrément. Mais juste pour te dire que j'ai eu une micro-pensée de me dire, mince, peut-être que cet argent, j'aurais dû le garder parce que ça m'aurait aidé là. Et en fait, elle est passée très vite parce que je me suis dit, non. Parce que je pense que j'aurais pas été bien mentalement, tu vois, si j'avais fait un autre choix. Alors que là, je me sens... franchement, je me sens tellement d'accord avec cette mission que je suis trop contente. Ce que je trouve génial, c'est que, en fait, t'as attendu, plutôt que d'aller te précipiter sur un autre truc, t'as attendu qu'il y ait une autre porte qui s'ouvre, en fait. C'est-à-dire que si peut-être, sans aucun doute, si t'avais pris cette mission, tu vois, une mission plus alimentaire, on va dire, qui t'aurait permis de pouvoir gagner de l'argent tout de suite, t'aurais sans doute pas eu la disponibilité pour pouvoir aller chercher un truc plus vers le cœur, quoi, tu vois. Ouais. Bravo. Ouais, exactement. Trop cool. Merci. On va parler de tout ça, mais on va parler de plein d'autres choses. Ouais. Tu peux me raconter en une phrase ou deux les trucs dont tu as envie de parler dans le podcast? Ouais, carrément. Alors, en une phrase ou deux, peut-être de cette notion d'achat immobilier, de ce que ça représente pour moi. Aussi, je pense c'est important de parler du fait que j'ai reçu de l'argent. Il y a un accident et de ce que j'en pense aujourd'hui. T'as reçu 30 000 euros. Ouais. J'aime bien donner des chiffres, tu sais, de temps en temps dans ce podcast. Pas forcément tout le temps, mais voilà. Carrément. C'était ok avec le fait de le dire. Ouais, et après, peut-être des petits blocages que j'ai aussi sur mon rapport à l'argent, des trucs qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, je pense, peuvent dire beaucoup de choses. Ok. Ouais. En résumé, c'est un peu ça. Tu m'as parlé de ton père aussi. Ouais. Mais tu m'as pas dit... Ouais, c'est vrai. Tu m'as pas dit ce qui se passait. Tu veux que je t'en parle maintenant? Non, on fera après. J'aimerais bien que tu me dises, en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque? Évidemment, j'y ai beaucoup pensé. Et ça a évolué aussi, le mot un peu qui me vient à l'esprit. Il y a quelques années, j'aurais dit un peu liberté. Et en fait, aujourd'hui, ça a évolué. Le mot qui me semble vraiment pertinent, c'est plutôt... En fait, ça m'évoque des possibilités. Pour moi, l'argent, je l'associe vraiment à... C'est une des choses qui peut me permettre de rendre certains projets faisables. Mais en y réfléchissant, j'ai aussi eu l'impression que ça m'évoque, avec les disponibilités, vient aussi le côté nécessaire. Ok. Tu vois, où j'ai aussi cette sensation que j'en ai besoin, tu vois. À la fois, j'en ai besoin pour payer ce que j'ai à payer, mais aussi pour en fait aller de l'avant et mettre des projets sur pied, tu vois. Et j'ai vraiment... Donc tu vois, ouais,
à la fois ça rend les choses possibles, mais du coup aussi il y a ce côté un peu plus négatif où il est nécessaire vraiment. Ok. Et tu vois, tu me disais ton podcast, pour l'instant tu gagnes pas d'argent avec. Donc ça fait 1 an et demi que tu travailles sur ce projet. Ouais. J'imagine que tu y consacres du temps. Ouais. Et tu ne gagnes pas d'argent avec. Non, du tout. Même j'en ai dépensé. Oui, j'imagine. Oui, forcément. Mais ne serait-ce que si on le rajoute à ton, si on le remet par rapport au temps que tu y as passé, bien sûr, t'as dépensé sans doute beaucoup d'argent. En tout cas, t'as investi, on va dire. Pourquoi tu vas pas vers une forme de monétisation ? Parce que je pense que j'ai pas encore assez d'écoute. Étant donné que la première année, j'ai peu, voire quasiment pas du tout communiqué dessus. Évidemment, je le faisais pas forcément décoller. Et là, en début d'année, j'ai commencé à me dire, ok, je vais vraiment essayer de le faire connaître. Donc là, les écoutes commencent quand même à augmenter. Donc tu as une envie de gagner de l'argent avec ? Ouais, je pense. Tu considères pas que c'est un truc qu'il faudrait pas souiller avec de l'argent ? Non, du tout. Parce que je me dis, en fait... ça fonctionne comme ça. Il y a plein de podcasts qui sont sponsorisés et tout. Et je me dis, si moi, ça peut me faire kiffer, rencontrer des gens, me nourrir intellectuellement et en plus de ça, me ramener de l'argent, mais c'est incroyable. Okay. Donc, non, je pense que aujourd'hui, c'est commun que les podcasts soient sponsorisés. Donc, ok. Ouais. Non, c'est cool. Non, je trouve ça chouette. T'as un souvenir marquant d'enfance en rapport avec l'argent ? Quand j'y ai réfléchi, y a un des souvenirs qui me vient, c'est une fois j'étais vraiment petite, je pense peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. C'était à l'époque où les blocs Diddle étaient à la mode. Les blocs, tu veux dire les blocs-notes ? Ouais, tu sais, les feuilles Diddle et tout. Ouais. Et je me souviens, une fois avec ma mère, on rentrait en voiture, on s'était arrêté dans un magasin et j'avais demandé si on pouvait acheter ce bloc Diddle. Et elle m'avait dit non parce que c'était cher. En fait, je me souviens d'avoir fait une petite crise parce que je le voulais. Mais en fait, quand j'y repense, c'est que je me rends compte que je réalisais pas. Je savais pas ce que ça voulait dire que c'était cher ou qu'on pouvait pas se le permettre financièrement. Et du coup, quand j'ai repensé à ça et à mon enfant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette notion de ne pas me rendre compte, en fait, de l'argent. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en a pas dans notre famille ou quoi, et d'avoir que ça soit totalement abstrait. Ouais, voilà. Donc c'est ça mon premier souvenir, c'est vraiment une notion d'abstraction en se disant mais comment ça c'est trop cher, pourquoi on n'a pas l'argent ? Bah oui, ça veut rien dire, moi j'ai envie de ça. Oui, voilà, pourquoi on le prend pas ? Moi je le prends, c'est tout quoi. Ouais. Ok. Tes parents viennent de quel milieu ? Et toi t'as grandi dans quel milieu ? Ouais, moi j'ai grandi du coup à la campagne en Vendée. Mon père il est ouvrier spécialisé, il a été chef de chantier, et ma mère elle est dans le milieu médical, elle est AMP, aide médicale. Attends. Spécialisé AMP. Pas spécialisé, je crois, parce que c'est un S, mais. AMP. Je connais pas. Je sais plus. Pour les gens, pardon, qui nous. Mince. Aide médico-psychologique, non ? Je sais plus. Ah bah si tu le dis, je te crois. Moi, j'ai un gros blanc. Bon, en tout cas, elle s'occupe de personnes en situation de handicap et de personnes vieillissantes. Ok. Et aujourd'hui, elle fait ça aussi en étant indépendante. Ok. Attends, je cherche. J'ai Internet. AMP, j'ai le gros trou. J'ai Internet sur moi. Aide médico-psychologique. Ah voilà, aide médico-psychologique. Ok. On y était à peu près. Ah, t'y étais. Donc voilà, c'est ce qui Ok. Faut. Et qu'est-ce qu'on disait de l'argent dans ta famille ? Tes parents disaient de l'argent. Justement, j'ai l'impression qu'on en parlait peu. Avec mon père, on en parlait peu. Alors mes parents sont séparés, ils se sont séparés quand j'avais 2 ans. Okay. Donc avec mon père, donc c'est pour ça que j'ai vraiment un rapport de chaque côté finalement. Avec mon père, on en parlait peu, ou alors les fois où il en parlait, c'est quand il me montrait que par exemple il avait eu des primes avec son travail ou quoi, des choses comme ça. Ok. Donc ouais, en fait très tôt aussi j'ai su combien il gagnait parce que je suis partie de chez moi à 18 ans, donc j'ai dû trouver un appart, donc j'avais aussi tu vois leur feuille de salaire pour en tant que garant et tout ça. Ça a jamais été tabou en tout cas. Et du côté de ma mère, pareil, c'était pas tabou, mais on en parlait peu parce qu'en fait je pense que c'est des sujets qu'elle gérait elle-même. J'ai eu un beau-père aussi très tôt, quand j'ai eu 7 ans, donc après ils en parlaient entre eux, je voyais bien qu'on faisait attention, sans être dans la privation, mais il fallait quand même faire attention à ce qu'on dépensait et le faire en conscience, ouais. Et comment tu dirais, tu vois, maintenant que tu as écouté le podcast, que tu as pris un peu de recul sur ta relation à l'argent, que la relation à l'argent de tes parents a influencé la tienne aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'elle l'a, entre guillemets, alors je sais pas comment le formuler, mais
influencée par l'absence. En fait, le fait qu'on n'en parle pas, que justement même pendant longtemps pour moi c'était assez abstrait et tout, j'ai l'impression j'ai fait mon cheminement toute seule sur découvrir ce que représente l'argent pour moi, comment je vais apprendre à le gérer aussi toute seule, parce que qui dit quitter le cocon familial à 18 ans, ça veut dire aussi se débrouiller avec son argent. Du coup, j'ai eu mon propre cheminement où évidemment j'ai fait des erreurs, j'ai appris de ça et j'ai vraiment l'impression d'avoir construit du coup ce truc un peu toute seule. Okay. Et d'en parler aujourd'hui avec mes parents parce que c'est moi qui suis du coup dans cette démarche, mais que j'ai pas vraiment eu de transmission ou plutôt... En tout cas, t'as eu une transmission par le vide. Ouais, c'est ça. C'est que très souvent, on a ce truc où nos parents nous transmettent des trucs sans vraiment nous les transmettre, juste par leurs actions, leur non-action, tu vois, ou leurs questions, ou leurs actions, ou leur façon de gérer les choses, le stress qu'ils peuvent montrer, etc. Ouais. Quoi. Ouais. Ok. Je sais pas si tu as envie de parler un peu plus de ton père, parce que tu me disais que tu avais peur de reproduire son comportement. Je sais pas ce que tu voulais dire par là. Ouais, je pense que je peux en parler. En fait, bon, mon père aussi, il y a un terrain un peu psychologique où c'est aussi un peu compliqué, en flirtant entre guillemets avec la dépression. Il a aussi vécu beaucoup de choses qui font que c'est pas facile, et je pense que les finances pour lui et de la même façon, en fait, comme pour moi, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de transmission sur comment gérer ses finances. Pour personne. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il a cette notion, en fait, il est très dépensier. Parce que aussi, moi, c'est des choses, ça, je n'en ai pas encore vraiment parlé de ce que ça représente pour lui, mais je me demande s'il n'y a pas un côté aussi, tu vois, de trouver dans le fait de dépenser ou quoi, quelque chose, un manque qu'il aurait. Ouais. Donc, et ce côté dépense et de ne pas avoir assez d'économies pour prévoir l'avenir et potentiellement des choses qui peuvent arriver, c'est un truc où j'ai eu peur des fois de reproduire ça, et j'espère ne pas le reproduire parce que j'ai pas envie je vois que maintenant des fois c'est une source de stress pour lui, justement cet aspect financier, et j'ai pas envie que ça le devienne pour moi. Ok. Ouais. Et comment t'as fait alors pour prévenir ça? Pendant un temps, j'ai été assez stricte. J'ai mis en place des budgets, tu vois, pour vraiment me rendre compte déjà de où partait mon argent chaque mois, de comment j'avais envie de le voir partir aussi. Et puis vraiment de me responsabiliser en me disant, mais en fait, si j'ai tant qui rentre, ça veut dire que j'ai pas plus de temps qui doit sortir. Et point barre. De vraiment faire attention à même tu vois, au plaisir, au loisir, de me dire oui, j'en ai besoin, mais je vais faire attention quand même parce qu'il faut trouver un juste milieu. Et puis c'est vraiment cette notion d'économiser, de mettre de côté aussi. Et donc comment t'as fait pour dépasser ça alors que t'étais en train d'aller taper dans ton matelas, dans ton fameux matelas de sécurité? Parce que j'imagine à quel point ça a dû te... Ces derniers mois? Ouais. Ces derniers mois, j'ai l'impression que ça s'est fait... Ça s'est pas fait dans la douleur, ça a été parce que je pense qu'il y a plein de petits trucs ces dernières années qui ont fait que j'ai appris sur mon comportement aussi financier. Tu vois, je crois que je te l'ai dit dans le mail, mais quand il y a quelques années, j'ai dû changer d'appart. Et pour changer d'appart, tu vois, j'avais besoin d'un loyer. Tu sais, des fois, tu dois faire un dépôt de loyer, des frais d'agence et tout ça. Et c'était, je crois, près de 2000 € que je devais sortir et que j'avais pas. À ce moment-là, je voulais pas les emprunter à mes parents. Donc, j'avais fait un crédit bancaire. Et qu'après, je devais rembourser. C'était sur plusieurs années. À ce moment-là, j'étais en alternance. C'était même un crédit à la conso, tu m'as dit. Ouais, je crois, ouais. Donc, c'était un petit crédit de 2500 €. Et j'étais en alternance. Ah, tu m'avais pas dit que c'était pour ça. C'est marrant. Tu m'as dit que tu as dû faire un crédit à la conso. Et en fait, j'avais pas dit la raison. Tu m'avais pas expliqué pourquoi. C'était pour ça, je devais changer de lieu de vie et je tenais à bien m'installer. Et donc j'ai fait ce crédit. Et à ce moment-là, j'étais en alternance et après j'ai tenu à vraiment le rembourser le plus vite possible. Tu vois, je crois que la première année, je m'en tenais aux mensualités qui avaient été fixées. Et la deuxième année, je me suis dit mais attends, là en alternance, je commence à gagner un peu plus d'argent. Ça veut dire que je peux mettre davantage de côté pour le rembourser plus vite. Ça sera forcément positif. Donc tu vois, c'est ce que j'ai fait. Et tu vois, par des petites comme des petites aventures comme ça sur l'argent, j'ai appris aussi en me rendant compte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as remboursé ton crédit? J'étais trop contente. Comme je t'ai dit, j'ai screené le 0 en me disant mais yes, en fait j'étais trop fière de moi, de me dire je me suis sentie capable, tu vois. Et aussi j'ai vu l'intérêt d'avoir fait ce crédit parce qu'il m'a permis de rebondir, de bien m'installer dans un lieu de vie. Et en fait j'ai vu qu'après j'étais capable de le rembourser.
Donc, Bien ouais, hein. j'étais trop fière. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu viens d'un endroit où il y a peut-être eu des peurs, tu vois, dans la famille par rapport à l'argent, et que tu passes ton temps à les challenger, en fait, ces peurs-là. Et en fait, à les challenger comment en te lançant, en fait, en te lançant dans le vide. Ça devient d'où cette envie de te lancer dans le vide, justement, d'aller affronter tes peurs? Tout le monde fait pas ça, hein, tu sais. Ouais. Bah ouais, je peux te promettre. Hein. Bah, en vrai, je pense que la réponse, elle est assez... Je pense que c'est le fait d'avoir eu un accident, d'avoir failli être paralysé. Il y a pas si longtemps d'avoir frôlé la mort aussi. En vrai, ça te... Bah, raconte tout ça. Si tu Ouais. veux bien. Ouais, carrément. T'as eu un accident de voiture? Ouais, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 10 ans et demi. Avec mon papa et une amie, on partait en vacances l'été. Et c'est en fait un homme qui nous est rentré dedans. Il sortait de boîte de nuit, il avait bu, pris de la drogue. Donc choc frontal. Ah ouais. Très très lourd accident. Moi j'ai eu une fracture de la L3, problème au... L3, la vertèbre, ouais, c'est ça? Vertèbre Ouais. L3, tu vois, Dis ça résection. comme ça. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Je pense que j'ai dû le dire une centaine de fois à 10 000 médecins, mais tu vois, ils ont dû m'enlever une partie de l'intestin grêle aussi. Enfin, c'était assez lourd. Je suis restée, je crois, un mois à l'hôpital. J'ai fait ma rentrée de 6e en fauteuil roulant. Ah ouais. Donc, ouais, très lourd. Et puis après, j'ai eu des béquilles, un corset pendant très longtemps. Donc, Okay. et aujourd'hui encore, ça m'impacte dans ma vie. J'ai mal au dos quasiment tous les jours. Donc, c'est un événement qui te change. Et justement, pour revenir à ta question, je pense que c'est ça qui donne un élan de se dire, mais en fait, j'ai pas de temps à perdre, justement. En tout cas, il y a certains points, je veux pas me laisser... je veux pas m'arrêter pour certaines peurs. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué, mais... C'est vrai que le culot, ou en tout cas oser faire les choses, ça je crois que je l'ai beaucoup par ça, ouais. À quel point ça t'a changé la vie? En fait, quand tu disais j'ai pas le temps, mais j'imagine tu rentres en 6e en fauteuil roulant. La 6e, c'est quand même un vrai cap dans la vie d'une manière générale, où en plus t'es en plein dans l'adolescence, il y a le regard de l'autre, etc. Et toi t'arrives, t'es en fauteuil roulant, quoi. Comment ça a changé ton rapport aux autres? Je crois que depuis ce moment-là, j'ai une des choses que j'aime pas et qui me fait peur, c'est d'être un fardeau pour les autres. Parce qu'en fait, en étant en fauteuil roulant, t'es dépendant des autres. Tu vois, pour se déplacer, porter ton sac à dos, faire tout ça, même après en étant en béquille ou quoi, t'es pas du tout indépendant. Et je crois que du coup, c'est un truc qui m'est resté aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment cette peur de peser aux autres et de, tu vois, des fois de demander un service, j'ai vraiment l'impression d'embêter les gens. Donc, ça c'est resté très ancré. Ok, et c'est marrant parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont à peu près ton âge, tu vois, qui ont beaucoup de mal avec le fait d'être dépendante. Et souvent ça vient, alors toi ça vient vraiment d'une expérience de vie, tu vois. Chez beaucoup d'entre elles, il y a ce truc d'avoir vu leur mère qui était peut-être éventuellement dépendante d'un homme, que ce soit, je sais pas, financièrement, psychologiquement, etc. C'est intéressant de voir que toi ça vient d'autre chose, quoi. Tu vois, ça vient d'ailleurs. Ouais. En quoi ça te freine le fait d'avoir peur d'être dépendante, tu crois? Bonne question. Je crois que ça me freine peut-être dans mes relations aux autres. Comme je te l'ai dit, tu vois, de souvent pas oser demander service, ou des fois d'avoir beaucoup l'impression de déranger les gens, alors que non. Donc je crois que je me mets pas mal de blocage sur ça et que ça ternit parfois certains aspects des relations, ouais. Ok. Ouais. Cet accident, il t'a ramené de l'argent? Ouais, 30 000 euros. Ouais. Il y a eu un jugement, j'étais encore jeune, j'étais pas majeure. Il y a eu un jugement qui a été établi. Le dossier n'avait pas été fermé parce qu'à ce moment-là se posait la question de... parce qu'en fait, j'ai du coup 2 grandes cicatrices de 15-20 cm sur le ventre et sur le dos. Et donc, le dossier était resté partiellement ouvert parce que si je voulais faire de la chirurgie esthétique une fois majeure, ça aurait été évidemment pris en charge. Ce qui n'a pas été le cas, je l'ai pas fait. Et donc j'ai eu ces 30 000 euros. D'ailleurs, c'est vrai que je me suis pas posé la question, mais j'imagine que mon père aussi a eu de l'argent, mais je sais même pas combien, ni... Je viens de réaliser maintenant que j'ai jamais su ça. Je lui ai jamais demandé. Ouais.
Et j'imagine que peut-être ma mère aussi, je sais pas, parce que eux aussi leur vie a été chamboulée, tu vois, d'une certaine façon. C'est vrai que non, ça je sais pas. Je le réalise maintenant. Pour aller leur demander. Ouais, carrément. Mais donc ouais, j'ai eu cet argent qui au début était bloqué sur un compte bloqué tant que j'étais pas majeure. Et ensuite, il y a eu, je crois, 20 000 qui ont été mis sur un PEL que j'ai ensuite, tu vois, que j'ai moi-même continué à remplir. Et il y a eu ces 10 000 autres que j'ai utilisés pour des projets, des voyages, des choses comme ça, ou aussi, tu vois, des installations dans des appartes. Et ouais, ce que j'en pensais, c'est que ces 30 000 euros, au début, je crois que quand j'étais jeune, ça me paraissait énorme. Quand t'avais 18 ans, donc, c'est ça, ouais, ou plus tôt? Ouais, ou même plus tôt, tu vois, je pense que jusqu'à mes 20 ans, je pense que je trouvais que c'était quand même une somme considérable. Et justement, je me sentais vraiment reconnaissante tu vois, d'un mal pour un bien, de me dire, j'ai vécu tout ça, mais au moins cet argent potentiellement pourra m'aider à faire des choses ensuite. Et là, en grandissant, je me dis, mais alors oui, c'est toujours très bien, je laisse cet argent et je sais qu'il me servira à faire quelque chose de chouette et j'en suis vraiment reconnaissante. Mais d'un autre côté, je me dis, mais à quel point c'est dérisoire, en fait, cette somme comparée à la façon dont ça a changé ma vie, à la façon dont ça l'impacte toujours aujourd'hui, que ce soit physiquement mais aussi psychologiquement. Et en fait, je me dis, tout ça n'est absolument pas pris en compte dans un jugement qui est fait alors même que t'es encore mineur. Il y a quelques années, j'avais essayé de réouvrir le dossier, justement en me disant, mais là, c'est pas possible. Enfin, c'était vraiment, je crois que c'était quand j'avais 22-23 ans. J'avais fait des démarches, j'avais vu un médecin expert. Et la conclusion, ça avait été qu'il m'avait dit, mais vous savez, mademoiselle, je crois que il me disait 30% de la population mondiale a mal au dos et on ne sait pas pourquoi et vous en faites partie. L'expert a dit ça? Ouais. Donc, alors que tu t'es flingué les vertèbres. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, ok, il y aura peut-être plus rien à chercher de ce côté-là. En tout cas, du côté de la justice, il y aura, j'imagine, plus rien à faire parce que pour eux, c'est classé et c'est comme ça. Et à moi d'apprendre à vivre avec tout ça, quoi. Et à justement faire en sorte que je puisse vivre au mieux. Mais ça a aussi un impact financier. Parce que tu vois, par exemple, rien que le kiné, j'en ai fait pendant des années. Là, j'en ai refait il y a pas si longtemps aussi, il y a quelques années, parce que je sentais bien que mon dos, c'était compliqué. Et un kiné à Paris, t'as forcément des dépassements d'honoraires aussi, ça coûte cher. La psy, c'est pas pris en compte, mais 2 séances par mois à 70 €. Parce que encore 15 ans après, il y a forcément des trucs à travailler, tu vois. Donc, et tout ça, je me dis, il y a un aspect financier qui n'est pas du tout pris en compte au moment du jugement. Et il y a une part de moi qui comprend pas que ça puisse fonctionner comme ça, tu vois. Tu veux dire que ce soit aussi peu... Finalement, t'as reçu aussi peu d'argent? Je sais pas si ça me... Ouais, je crois qu'en fait, je me dis que c'est peut-être peu comparé à tout l'impact que ça a. Alors après, tu vois, en disant ça, il y a une part de moi qui a peur de me dire aussi, oh là là, je voudrais pas passer non plus pour... c'est quand même énorme comme somme. Mais par rapport à l'impact sur ta vie. C'est ça, tu vois. Et même par exemple, quand j'étais jeune, tu vois, à 18 ans, tu sais, au moment de faire les premiers tafs, les jobs d'été, j'avais trouvé un taf dans une entreprise à côté de chez nous. En fait, j'ai fait 2 jours et j'ai dû arrêter parce que le 2e jour, j'avais des douleurs terribles. Je me suis bloqué le dos. Je suis allée voir mon médecin. Ma médecin m'a dit, mais plus jamais tu fais ça. En fait, ton dos, il peut pas. Oui. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais donc même un métier un petit peu, rien qu'un petit peu physique, je peux pas, tu vois. Et si demain je vais être fleuriste, travailler debout toute la journée, non, c'est pas possible. Et donc, c'est un peu pareil avec les libraires, hein. Ils ont ouais, c'est ça. Très souvent et debout, ça, tu vois, je m'étais dit, je sais que je vais avoir mal, mais d'un autre côté, j'en ai marre, tu vois. Aussi, des fois, j'en ai un peu marre d'être freinée physiquement. Mais ouais, c'est ça. Mais donc, il y a aussi forcément un impact dans la vie professionnelle parce que moi, aujourd'hui, ça me convient parce que je fais un métier où c'est plutôt de l'intellect et je travaille sur mon ordi. Mais si j'avais vraiment voulu faire un métier physique ou quoi, j'aurais pas pu. Donc aussi, ça t'impacte dans ça, tu vois. Ok. Et avec le recul, donc, la sensation que ces 30 000 € finalement, c'est pas grand-chose, quoi. J'ai l'impression qu'en tout cas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans le fait de juger ça à un instant T. J'avais peut-être 15 ans et en fait à 15 ans on sait pas ce que sera la vie évidemment, mais bon, d'un autre côté en même temps on peut pas laisser le dossier ouvert jusqu'à mes 30 ans, mais
Je trouve en effet que c'est très léger dans la prise en compte de tout l'impact que ça va avoir. Et vers 22 ans, tu voulais aller chercher plus d'argent ? C'était un peu ton objectif ? Ouais, je pense. Ou et c'était puis, de... il y avait à la fois cet aspect financier, mais je crois que surtout c'était l'aspect en fait, d'avoir une reconnaissance que même aujourd'hui, ça m'impacte dans ma vie. Tu vois, de pas se dire, le dossier il est clôturé, c'est bon, elle a pas voulu faire de chirurgie esthétique, c'est fini, l'accident c'est terminé dans sa vie. Ben non, en fait. L'impact il est là, il est encore là, et ça c'est, tu vois, j'avais l'impression d'avoir besoin de le faire reconnaître. Ouais, je comprends. Parce que aussi d'une certaine façon c'est invisible, tu vois. On me voit là, on pense pas que j'ai des douleurs ou quoi que ce soit. Et t'as mal là ? Comme on est là ? Là ça va, j'ai fait des étirements hier soir. Mais par exemple si je me penche, c'est pas bon pour mon dos, tu vois, des trucs comme ça. Parce que je fais attention au quotidien dans ce que je fais. Mais ouais, je pense que c'était aussi le besoin de reconnaissance de regarder, ça a plus d'impact que ce qu'on pensait. Je comprends. Donc et finalement cet argent, pour revenir à l'argent, tu vois, tu t'es rendu compte que ces 30 000 euros, c'est pas grand chose par rapport à l'impact de ta vie, mais aussi par rapport au fait que, en termes de reconnaissance, c'est pas grand chose, quoi. Ouais, c'est ça. Tu viens projeter une forme de reconnaissance sur cet argent, je comprends, hein, tu vois. Je pense, ouais, je pense. Ouais, et je pense que pendant un moment, tu vois, justement, quand j'avais peut-être 22, 23 ans, j'avais un peu de colère associée à ça. Là où aujourd'hui, bah, je pense que j'ai accepté les choses aussi, j'ai plus de détachement, et du coup, je reviens vers plutôt cette forme de gratitude, de me dire, bon, bah, au moins ces 30 000, je les ai, et je vais pouvoir en faire quelque chose. Et donc là, t'as toujours 20 000 euros qui sont sur ton PEL, c'est ça ? Ouais, bah, du coup, là, je suis remontée parce que j'ai moi-même économisé en travaillant aussi. Donc, ouais, je les ai. Et tu me disais que tu avais envie de faire un achat immobilier, c'est ça ? J'y pense. Et que tu as un vrai truc de, en fait, ma maison, c'est mon cocon. Ouais. Tu veux en parler un peu de ça ? Ouais, carrément. En fait, j'ai pas mal déménagé quand j'étais enfant, parce que bon, on a régulièrement changé de maison. Et moi, après, à 18 ans, je suis partie de chez moi. Et aussi, en arrivant, tu vois, j'ai fait Bordeaux, ensuite Paris, j'ai changé pas mal d'appart. Et aujourd'hui aussi, j'ai vraiment cette sensation d'être chez moi nulle part. Parce que mes parents sont séparés, ma mère et mon beau-père se sont ensuite séparés aussi, donc j'ai vraiment plus cette notion de pas avoir de cocon familial, ou en tout cas qu'il est éparpillé. Et donc j'avais déjà dans un premier lieu cette idée de me dire, si j'achète un appart, ça sera à moi, ça sera chez moi, et même si j'y suis que quelques années, c'est une base plus stable. J'avais un peu cette impression. Et après, dans un second temps, il y a aussi eu vraiment la découverte de vivre dans un appart à Paris, pas insonorisé, l'enfer de vivre avec des voisins, tu vois. Et du coup, après, j'ai eu ce truc en plus de me dire, si j'achète, je pourrais faire des travaux, faire un appart dans lequel je me sente bien aussi à mon image, et dans lequel, par exemple, je pourrais mieux isoler pour le son, tu vois, vraiment des choses comme ça. Et ouais, ça me tenait vraiment à cœur ces dernières années. Je me disais vraiment, ça serait l'objectif de pouvoir acheter. Et là, j'ai eu mon rendez-vous avec ma banquière il y a 2 semaines, je crois, où on a vu que potentiellement, là, en l'état, ce serait possible d'acheter. Mais ça me laisserait une réserve, tu vois, un matelas de sécurité trop faible à mon goût. Et j'ai envie d'économiser un peu plus. Ok. Donc du coup, ça s'est mis en stand-by. Je vais peut-être aussi, je sais pas, emménager avec ma sœur si elle vient à Paris ou quoi que ce soit. Il y a d'autres projets. Ce qui fait que ça me met vraiment ce projet sur pause. Et j'ai l'impression d'avoir d'autres idées qui viennent du coup en me disant, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter pour me sentir bien chez moi ? C'est une super question. Hein. Et de me dire, par exemple, en fait, en me projetant, par exemple, vivre avec ma sœur dans une location, en fait, je me dis, du coup, est-ce que cet argent, je l'utiliserais pas pour faire, tu vois, un investissement locatif ou quelque chose comme ça, un projet plaisir, mais qui me rapporterait aussi de l'argent. Et donc, pour l'instant, c'est en pause, mais je sens que cet argent, j'ai vraiment envie de le mettre dans un projet un peu d'envergure, tu vois. Ok. Que ça soit vraiment quelque chose de conséquent où je me disais, waouh, j'ai fait ce truc-là. Mais donc tu sais pas encore vraiment. Non, là pour l'instant non. Ouvert. Ouais, là justement j'ai l'impression de me laisser plus ouverture sur ce que je vais en faire. Oui, parce que je trouve que c'est important aussi de réussir à remettre un petit peu en question les idées préconçues qu'on a depuis parfois des années, notamment par rapport à une histoire d'achat immobilier, tu vois. Est-ce que c'est vraiment
le truc que tu as envie de faire, qui va certes dans lequel tu vas être bien, tu vois, mais aussi ça va t'obliger à dépenser de l'argent. Et en fait, est-ce que cet argent tu peux pas le mettre autrement ailleurs? Enfin, c'est une super question, je trouve. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter, quoi, tu vois, mais juste, je trouve ça intéressant aussi de remettre un peu en question les trucs qu'on a tendance à entendre, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'avais aussi cette notion de me poser la question. Je sais que ça m'a toujours un peu embêtée de me dire que, tu sais, quand je repense à la somme que je sors par mois, 850 € sur un an, c'est énorme. Et je me dis, si justement c'était mis dans quelque chose qui potentiellement me revient à la fin. J'avais fait une news, je sais pas si t'es abonné à ma newsletter sur l'argent. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode, mais j'avais fait tout un truc sur le fait que cet endroit, je le paye 2000 balles par mois. Ouais. Et comment j'avais réussi à changer de façon de voir les choses, en fait. Parce que jusque-là, en fait, pour moi, c'était vraiment une purge où tous les mois, j'avais l'impression de perdre de l'argent. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, non, en fait, cet endroit, je suis bien. Et déjà, je suis libre, je peux partir quand je veux. Ouais. Et deux, en fait, certes, ça me coûte beaucoup d'argent, mais en fait, j'y travaille et je reçois les gens aussi ici. Et tu vois, quand t'es arrivé, t'as dit, putain, c'est chouette, cet endroit, c'est lumineux et tout. Bah oui, bien sûr, parce qu'en fait, j'y suis bien. Ouais. Et d'un coup d'un seul, ça m'a fait changer de façon de voir ce loyer, en fait. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé à arrêter de tous les mois de me dire, tu vois, j'ai l'impression de me saigner, quoi. Je me disais, voilà, c'est encore de l'argent que j'ai pas mis de côté, quoi. Je fais là, mais non, mec. L'argent, tu vois. J'ai l'impression que cette notion de liberté, justement, elle commence à me titiller, tu vois. Je commence à y entrevoir un aspect positif, en effet. Ouais. Ok. Bravo. On va parler de recevoir. Oui. Il y a ton copain qui t'a offert une casquette. Oui. Qu'est-ce une casquette? Alors, on était à Londres, dans un magasin qu'on aime bien, et on essaye tous les deux des casquettes et tout, et je crois qu'on en prend une chacun. Et au moment d'arriver à la caisse, il me dit, je prends les deux, je te l'offre. Et là, je suis en mode, non, quoi? Qu'est-ce que c'est? Et il me dit, ça me fait plaisir. Ouais. Du coup, je me dis, ok. Donc après, je le remercie. Après, j'étais très contente de ma casquette et tout. Et une fois rentrée à Paris, en fait, je suis prise de... Enfin, j'ai des... Enfin, je sais pas si c'est des remords, mais je me dis, mais mince, quand même, il a payé cette casquette pour moi. C'était quand même une certaine somme. C'était combien? Je crois que c'était 70 livres, donc ça doit faire peut-être 80 €. Et je me dis, non, c'est pas possible, il peut pas payer ça pour moi. Et en fait, tu sais, on avait fait genre un trick-count de nos dépenses sur place, et du coup, j'ai mis ça dans ce que je lui ai remboursé, tu vois. Je lui ai remboursé la casquette presque sans qu'il le voie, parce qu'en fait, il a même pas fait attention à ce que je lui ai remboursé. Et c'est terrible, le pauvre, parce que en fait, je me sens vraiment mal après coup. Tu lui as pas dit sur le moment? Non, mais je pensais qu'il l'aurait vu. Tu vois, que sur la somme que je lui ai remboursée, il y avait quand même 80 € de plus. Mais non, il fait pas attention à ça, tu vois. Ouais. Et un jour, on parle de cette casquette, et je sais pas, il dit que j'ai payé. Je dis, non, je te l'ai remboursé. Et il dit, quoi? Et donc après, j'avoue, il y a eu une petite prise de tête où, évidemment, il comprenait pas que je lui ai remboursé. Et après, c'est bien tombé où on a eu un trajet en scoot de 30 minutes, et moi, j'étais derrière en train de réfléchir à mon acte. Et je me disais, mais c'est vrai, pourquoi je lui ai remboursé, pourquoi j'ai eu ce besoin de rembourser, pourquoi j'ai pas réussi juste à accepter le cadeau. Et je sais pas si c'est ça, mais en y repensant, en fait, j'ai eu l'impression d'associer ça au fait que, en fait, il y a pas de raison de me faire de cadeau. Genre, c'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël, donc pourquoi tu me fais un cadeau? Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, les moments où on avait des cadeaux, c'était à Noël et à mon anniversaire. C'était des très chouettes cadeaux. Tu vois, par exemple, des fois, j'ai eu des cadeaux incroyables, genre, tu vois, une Nintendo, pour l'époque, c'était cher. C'était à Noël, donc ça veut dire qu'ils avaient aussi économisé un certain temps pour me l'offrir. Et tu sais pas ça? C'est-à-dire que c'était ta conception d'enfant. Oui, c'est vrai. Et en fait, ta conception en tant qu'adulte aussi, de jeune adulte, ok, en fait, si j'ai envie de de m'acheter un truc un peu cher, j'ai un petit salaire, donc il faut en faire en sorte que j'économise, mais t'en sais rien. Ouais. En tout cas, il y avait une certaine valeur à faire des cadeaux aux occasions. Par rapport au temps. Ouais, tu vois. D'économie. En fait, c'était plutôt. Lié au temps d'économie. En fait, j'avais des cadeaux quand il y avait une occasion. Oui, ça je comprends. Tu vois. Ouais. Et du coup, là, j'avais vraiment cette notion de... y a pas d'occasion. Ok. Et lui, comment il l'a pris? Il était... ça l'a un peu peiné. Il comprenait pas aussi, il était dans l'incompréhension, ça l'a peiné. Moi aussi, après, j'étais un peu triste, je m'en voulais un peu d'avoir fait ça, parce que
j'étais mal de lui faire de la peine sur ça, tu vois. Et en plus, j'ai réalisé que c'était bête, parce que j'acceptais pas que lui me fasse un cadeau comme ça, sans raison, alors même que, par exemple, je venais de payer des places de concert, que je lui ai payé, je lui ai dit non, ça me fait plaisir. Donc moi, j'offre, mais j'ai du mal à recevoir, oui. Tiens donc. Jamais entendu ça. Hein. Très souvent, les gens qui ont beaucoup de mal à donner, qui ont aucun mal à donner, ils ont aucun mal à recevoir. C'est faux. Ok. Ouais. Et donc tu lui as remboursé sa casquette. Ouais. Est-ce qu'il t'a encore fait des cadeaux après? Oui. Ok. Ouais. T'as été capable de les recevoir par la suite? Oui. Ok. Ouais. Tu t'es rendu compte? Ouais. Je m'en suis rendu compte que justement c'était pas une bonne chose à faire parce que lui aussi ça lui fait plaisir de m'offrir ça. Donc en fait j'ai vraiment pris conscience que j'ai totalement nié le fait que lui j'ai annulé ce fait que lui ça lui fait plaisir de m'offrir. Oui, tu partais du principe qu'il se saignait, c'est ça, ou que c'était... Mais je sais pas, qu'il était contraint de le faire parce que c'était pour être gentil, mais non. Parce que ça lui fait fondamentalement plaisir de me faire des cadeaux. Donc ouais, j'en ai pris conscience et oui, il m'a fait des cadeaux depuis. Et après, il y a des gens qui font des cadeaux pour faire plaisir. Il y a des gens qui font des cadeaux par contrainte, parce qu'ils se disent qu'en fait c'est ça être gentil. Et ça, c'est important aussi de faire gaffe quand c'est très bien aligné, de faire un cadeau quand c'est vraiment que ça fait avec le cœur, quoi. Tu vois, mais là, j'ai l'impression que lui, il était content, quoi. Oui, et puis c'est ça. Et puis même, tu vois, les cadeaux qu'il m'a fait depuis, c'est des cadeaux qui sont réfléchis, qui ont une importance pour nous et tout. Donc, c'est des choses qui ont du sens. Ouais. Ok. Et ça vient d'où, tu crois, cette peine à recevoir, cette difficulté à recevoir? Alors là... Qu'est-ce que tu mettais derrière, en fait? Au dehors du fait que, ok, c'était pas Noël ou c'était pas mon anniversaire. Qu'est-ce que t'as l'impression qu'il a acheté avec ce cadeau? Je sais pas si c'était la notion qu'il achetait quelque chose, mais j'ai l'impression que ça revient au fait d'être un fardeau, en fait. Qu'il faisait ça pour moi, tu vois. Et... When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw. Relax your shoulders. Take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. En fait, c'était cette notion de peser pour lui, tu vois. Et donc là, du coup, c'était potentiellement peser financièrement, mais et d'être dépendante. Ouais. Et donc de lui devoir quelque chose en retour. Ouais. Ok. Des fois, j'ai l'impression que simplement dire merci et montrer qu'on est reconnaissant et que ça nous a fait plaisir, que c'est pas suffisant, mais que... je crois que j'avais vraiment pas conscience que lui, il le fait parce que ça lui fait plaisir et point, ça s'arrête là. S'il voit que moi, ça m'a fait plaisir, tout le monde est content. Oui. Et c'est bon. Et ça, t'as encore ça aujourd'hui? Non, je crois que ça va mieux. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé à passer ce cap? Je crois que c'est vraiment cette discussion qu'on a eue. Ouais, en fait, de me rendre compte que ça lui a fait de la peine. Et justement, c'est ça qui m'a fait beaucoup y réfléchir plusieurs fois et de me dire, bah non, c'est trop dommage de transformer un truc ultra positif en quelque chose de négatif. C'est dur de recevoir, hein? Ouais. Ouais. Je me rends compte. Comment t'as fait pour apprendre? Bonne question. Je crois que un truc qui m'aide, c'est aussi de prendre conscience déjà que moi, je prends beaucoup de plaisir à offrir, à me rendre dispo pour les autres. Et tu le fais par contrainte
Non. Non, justement. Ouais, Oui. ouais, parce que justement, ça me fait plaisir les petites attentions, de penser aux autres, d'être là pour eux, que ça soit du temps ou des cadeaux. Et du coup, de déjà réaliser à quel point moi, ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Du coup, ça me fait prendre conscience que pour eux aussi, ça peut être le cas. Ok. Ouais. Bravo. Non, mais c'est vrai. Merci. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. T'as reçu. Souvent, les gens qui ont du mal à recevoir, j'aime bien leur faire des compliments et de voir qu'ils font. Bon, non, mais ça va, hein, c'est pas si compliqué que ça. Je dis, ah bah oui, bravo. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais causer ? Ouais, il y avait peut-être 2 petits points. Vas-y, je t'écoute. Il y en a un, c'était la notion de... J'ai commencé à y réfléchir récemment, des finances de mes parents, aussi en envisageant évidemment leur fin de vie. En fait, j'ai commencé à y penser parce que je sais plus comment c'est venu. Mais ils ont quel âge ? Mon père va avoir 60 ans et ma mère, elle a 55, je crois. Jeunes encore ? Oui, ils sont jeunes. T'es en train de les enterrer ? Non. En fait, il y a cette notion que du côté de mon père, je suis fille unique. Ok. Ma mère, j'ai donc une demi-sœur, donc on est 2. Mais en fait, étant donné que mon père, financièrement, ça peut être compliqué et que ma mère, elle se débrouille, mais elle a quand même des revenus qui sont assez faibles aussi. En fait, on a commencé à en parler parce que par rapport à mon père, surtout, j'ai eu une crainte de me dire, si demain il se passe quelque chose, je veux pas que les finances, les siennes et du coup les finances liées à sa fin de vie, soient un problème qui se rajoute au deuil. Et j'ai vraiment eu ce truc de me dire, ok, en fait, je crois que je veux clarifier ça avec eux pour que justement, ça soit pas une charge mentale, qu'on en parle déjà, que ça soit fait, qu'il y ait des économies de côté pour justement gérer ces sujets-là, et que, en fait, j'ai l'impression de vouloir autant que possible un peu faciliter ce moment-là en me disant que ça sera déjà très dur. Et donc, si je peux enlever cette charge-là liée à l'argent, à l'administratif, que en fait, des choses qui peuvent être réglées de notre vivant, autant le faire. Et comme ça simplifie le truc pour eux comme pour moi, et on se concentre sur l'essentiel, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de faire en sorte de préparer les obsèques de tes parents. Est-ce que c'est glauque ? Non, pas du tout. En fait, et puis surtout, vu ton histoire, vu ton rapport au temps qui passe, à la vie, à la mort, tu vois, je peux comprendre que ce soit un truc qui t'intéresse et surtout que c'est lié à l'argent. Donc, j'ai l'impression que là, il y a tout. Mais c'est intéressant de voir que je trouve que c'est d'autant plus intéressant que, tu vois, moi, ça me fait dire, en fait, je crois que c'est une discussion que j'ai jamais eue avec mes parents. Alors que c'est mon job, tu vois, depuis 4 piges. Mais de voir aussi que, généralement, en tant qu'enfant, on part du principe que nos parents vont gérer ça de leur côté eux-mêmes, comme des grandes personnes. Et que, c'est pas forcément aussi simple que ça. Et que si toi, tu ressens le besoin, en tant qu'enfant, d'avoir la conversation, je trouve ça trop chouette de l'avoir. C'est une conversation que tu as déjà eue avec eux ou que tu comptes avoir avec eux ? Que j'ai déjà eu, que je suis en train d'avoir, on en discute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors raconte-moi. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'avec mon père, il faut qu'on en reparle, mais en tout cas, il a des économies liées à son travail, tu vois, et je crois qu'il économisait déjà d'une certaine façon. À la banque aussi, il a pris une assurance, donc en tout cas, c'est couvert s'il lui arrive quoi que ce soit. Et du côté de ma mère, on en a parlé aussi, où justement... elle a une certaine somme qu'elle a eue liée à la vente de la maison, qu'elle va garder de côté aussi pour ça. Okay. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment ramené ce sujet où maintenant on en parle. Et tu vois, là, hier, justement, ma mère me disait elle a acheté une voiture pour ma sœur. Et on en parle de façon très libre et de se dire, ok, il faut quand même qu'elle fasse attention parce que, ouais, elle sort de l'argent de façon très utile, mais il faut aussi qu'elle en fasse rentrer pour ne pas se retrouver à sec à un moment donné. Et en fait, je trouve qu'on en parle de façon sans stress, posée, et je trouve ça agréable de pouvoir parler de ça avec eux et que ça soit pas tabou, ni source de stress ou quoi, et juste que ça soit un truc qu'on règle et hop, c'est fait et on passe à autre chose. Tu vois, j'aurais appris un truc. Chouette, tu pourras en parler à tes parents. J'apprends toujours des trucs avec les gens qui viennent au micro, forcément. Et tu vois, j'y avais pas pensé, quoi. Voilà. Je leur enverrai ce podcast. Ouais, carrément. Il y a un truc spécialement pour vous à la fin. Bravo, c'est cool. Ouais, est-ce que tu avais d'autres choses parce que tu m'as dit il y avait un dernier petit truc, c'était, je pense que ça peut être utile si justement il y a des gens qui sont indépendants ou quoi qui écoutent, c'était le rapport au montant que je facture et en fait la valeur aussi que je mettais derrière. Pendant très longtemps, tu vois, je crois les 2 premières années de freelance,
J'avais vraiment, tu sais, le syndrome de l'imposteur où je me disais mais pourquoi elle continue à travailler avec moi là où il y a des gens qui ont beaucoup plus de compétences techniques sur ce que je fais. Et du coup, j'avais... Comparé avec qui, par exemple? Je me comparais pas forcément, mais je savais que j'étais pas experte dans mon domaine et que d'autres le feraient bien mieux que moi. Et je me disais, mais pourquoi elle continue à travailler avec moi, ouais, tu pourquoi, vois tiens. Voilà. Et en fait, en discutant avec mes proches, justement, j'ai compris que aussi ce qui fait la valeur de mon travail et ce pourquoi elles aiment travailler avec moi, en fait, c'est aussi les qualités que je vais avoir, tu vois, de la rigueur, l'attention aux détails, des choses comme ça. Et du coup, j'ai compris que ça aussi, en fait, c'était à prendre en compte sur le montant de ma facture et que c'est ça qui fait que, oui, mon montant, je peux l'augmenter parce qu'en fait, j'ai des atouts autres que les compétences techniques. Et en fait, de comprendre ça, je trouve que ça a vraiment changé mon rapport à comment je perçois mon travail, à comment je facture et à me sentir mieux dans mes baskets, tu vois, pour être vraiment en accord en me disant, oui, je facture ça parce qu'en fait, mon travail était de qualité, tu vois. Mais pas forcément par les aspects techniques. Bah oui. Ouais. C'est ta valeur en tant qu'humaine. Ouais. Le problème dans ce monde capitaliste à la con, c'est que comme on vient mettre notre valeur en parallèle, on va dire, d'une valeur financière, on a tendance à venir mêler les deux. Alors qu'en fait, tu as plein d'autres qualités qui n'ont strictement rien à voir avec ton expertise et tes compétences. Juste de qui tu es toi. Ouais. En tant qu'humaine. Oui. C'est pour ça que je dis ça, c'est ta valeur en tant qu'humaine. J'ai vu ta tête, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ouais, mais est-ce que c'est bien du coup d'associer cette notion-là au fait de le facturer aussi, de se dire c'est un atout dans le travail? Bien sûr, si tu considères qu'à un moment donné ça fait partie de tes compétences, bien sûr qu'il faut le valoriser. Ok. Bon, là je suis sur la bonne voie. Grave. Mais tu vois, je trouve qu'après, quelle est la meilleure façon de fixer un prix? C'est juste entre toi et toi. C'est-à-dire que, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de gagner? Combien j'ai envie de gagner? Ça serait quoi mon prix idéal? En fait, ça se joue entre toi et toi. Qu'est-ce qui ferait qu'en fait, je me sentirais à l'aise et que je sentirais que je vaux correctement, quoi. Et quand j'ai dit je vaux, vous l'avez pas vu, mais j'ai fait des R guillemets parce que ça veut rien dire, en fait. Qu'est-ce que tu vaux? Non, en fait, on vaut tous... on est tous des trésors en tant qu'humains. Vraiment. Ouais. Et juste, nous, on vient juste foutre une valeur dessus parce que dans ce système capitaliste, on est obligé de venir se déterminer une valeur en tant que, par rapport aux prestations qu'on peut donner. Mais fondamentalement, va chercher le prix que tu as envie de te faire payer toi et que tu considéreras juste pour toi. Ouais. Et si tu n'y arrives pas forcément tout de suite, fais en sorte que ce soit ton but, quoi. Ouais, totalement. Très bien. Bravo Léonie. Merci à toi. Merci beaucoup. Et t'as vu, comme c'était facile. Ouais. Je sais pas si c'était facile pour toi, mais en tout cas, moi de l'extérieur, j'ai eu l'impression que c'était très fluide. Ok, mais parce que je pense que je me sentais bien aussi, tu vois, d'oublier le fait que ça sera écouté par la personne. Il y a personne qui écoute. Non, c'est vrai, t'as pas trop d'audience. Non, personne. Il y a mon père, ma mère. C'est globalement, c'est génial. C'est ça, quoi. Non, en vrai, c'était très agréable. Mais je pense que, comme tu l'as dit, en fait, quand on parle de soi, c'est un sujet qu'on connaît, donc. Oui. Ça se fait plus facilement, ouais. Oui. Ouais. Tu es experte en toi-même. Oui, c'est ça. Et pour le coup, c'est une vraie expertise professionnelle que t'as. Merci Léonie, c'était cool. Merci à bientôt. Beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward.